Je vais essayer de faire un point ici sur enseigner l'histoire de la tectonique des plaques en reprenant 3 temps. Point de départ, c'est... Voilà. Le point de départ, fondamentalement, on l'a évoqué déjà ensemble ici dans l'association, ce sont ces nouveaux programmes de première S qui introduisent ici la tectonique des plaques, de point l'histoire d'un modèle. L'histoire point de départ un petit peu de ma communication, c'est on nous demande, quand on est enseignant du secondaire, je ne le suis pas mais je vais parler comme, d'enseigner ici le modèle de l'histoire de la tectonique des plaques. Je vais prendre un exposé en 3 temps. C'est pas nouveau, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, ça fait 150 ans qu'on nous demande régulièrement d'introduire des éléments d'histoire des sciences. De différentes manières, dans cet enseignement, pour différents objectifs, et ça m'amènera forcément à un certain bilan, en termes peut-être d'évolution, de changement de la manière dont c'est présenté. Deuxième temps, s'il y a une invitation à enseigner l'histoire des sciences dans l'enseignement secondaire, elle pose automatiquement la question de la formation de ceux qui vont avoir à l'enseigner, donc la question de la formation des étudiants qui se dirigent vers ce concours. Donc c'est cette filière qu'on retrouve aujourd'hui dans ces masters que l'on a mis en place cette année. Et donc là, une interrogation sur l'état de la situation de l'enseignement, simplement de l'histoire des sciences, dans nos filières scientifiques, où se trouve rapidement, pour évoquer sur un 3e temps, donc cette dimension, à travers ce texte qui va me servir de guide, cette invitation ici à enseigner le modèle de la tectonique des plaques, pour revenir un petit peu, et sans redire ce qu'a dit mieux que moi Gabriel ce matin, mais en reprenant certains de ces aspects, pour voir comment ce modèle de la tectonique des plaques, dans sa dimension historique, peut apporter, et de quelle manière, quelle forme, pour nos étudiants comme pour les lycéens, apporter des éléments, une réflexion sur finalement les modèles scientifiques, puisque c'est le fin mot du texte que je vous ai laissé sous les yeux. Je le reprends juste ici comme introduction, mais je vais revenir 3 fois. Les grandes lignes de la tectonique des plaques ont été présentées au collège. Il s'agit en fait bien sur une démarche historique, et c'est ça le terme qui m'importe ici. Démarche historique qu'on va retrouver plusieurs fois parce que ça a un sens. Ça n'est pas qu'une simple expression, ça a même un sens très très construit à un moment donné. Qu'est-ce qu'on entend par démarche historique qui s'est opposé à d'autres moments, à d'autres types de démarches. Donc je vais revenir sur ce texte, je le mettais ici juste pour qu'on l'ait toujours à l'esprit. Donc, premier temps de mon propos, c'est justement de revenir sur l'histoire des sciences dans l'enseignement secondaire, et j'ai titré « Histoire des sciences et enseignement secondaire, 150 ans d'invitation à ». Volontairement, parce que, comme on va le voir à travers une série de textes qui bien souvent se passent de commentaires, je reviendrai juste 2-3 mots dessus, c'est une constante. Depuis l'enseignement secondaire des sciences, Gabriel remonterait même plus en avant que moi, je pense, en citant Michelet, probablement, qui lui aussi pensait que si on arrivait un jour à concevoir une classe qui introduirait la philosophie et l'histoire des sciences, on aurait atteint le summum de l'enseignement secondaire, dès le départ, 1832, 34, par là. Alors, j'ai commencé en 1847 avec Jean-Baptiste Dumas, qui est rapporteur sur l'organisation des études scientifiques de l'enseignement secondaire. C'est le chimiste, bien évidemment, qui avance l'idée dans son rapport d'appuyer l'enseignement des sciences sur une exposition de l'histoire de l'avancée de leurs découvertes. Voilà le 150 ans à la louche, le 1847, je prends ce rapport de départ, qui est un rapport majeur dans l'histoire de l'enseignement des sciences, qui marque véritablement, comme l'a montré Nicole Hulin ici, une avancée dans la représentation qu'on peut avoir ici sur les sciences. Ça se retrouve d'ailleurs dans la réforme de la bifurcation, sur laquelle a travaillé Nicole Hulin, en 1852, où on retrouve ici ce discours du rapport de Dumas, mais on le retrouve aussi dans les instructions officielles de 54, dont il est l'auteur d'ailleurs, où Dumas insiste sur l'importance de lecture des textes originaux pour développer l'esprit d'invention. Alors l'esprit d'invention ici, c'est cet esprit de création, de réflexion. L'invention, c'est celui qu'on attend du chercheur. Le chercheur invente, il crée, il pense. Donc c'est pensé ici dans la demande de Dumas comme étant une nécessité, en fait, pour former aux sciences. Deuxième stade de repère, si on veut, 1891, le programme de l'enseignement secondaire moderne. Alors, évidemment, ça s'appelle moderne, mais ce sont des vieilles choses pour tout le monde. Juste en 2 mots, cet enseignement secondaire moderne, en 91, c'est la manière dont on rebaptise
ce qu'on a appelé l'enseignement secondaire spécial, c'est-à-dire un enseignement qui s'oppose à l'enseignement classique, réservé à une élite, inutile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de visée utilitaire. Cet enseignement n'est pas là pour vous apprendre à faire quelque chose, mais pour occuper une position. Alors, si je résume un petit peu, j'ai cours. En revanche, l'enseignement spécial vise à former les fils, j'allais dire entre guillemets, des contremaîtres, qui deviendront contremaîtres aussi, qui eux ont grande importance à avoir dans leur cursus, ici, quelque enseignement utilitaire. Au passage, pour nous autres, ça a été l'introduction de l'enseignement de la géologie, qui a intéressé une époque, dans cet enseignement secondaire spécial qui devient moderne. Eh bien, c'est aussi dans cet enseignement moderne que l'on retrouve, à la démonstration des vérités scientifiques, le professeur rattachera à l'occasion l'exposé des méthodes et l'histoire des découvertes. Pour cette raison d'éducation générale de l'esprit, le professeur ne négligera pas non plus l'histoire de la science. L'élève a parfois moins à retirer de l'enseignement d'une vérité que de l'historique de sa découverte. Volontairement, je mets ce texte de 1891, parce que cet axe-là, si on ne met pas de date, vous pouvez le réutiliser régulièrement. Vous pourriez lire bête, là, dernièrement, dans les textes qui sont proposés pour 2010 et 2011, en mettant en avant que l'élève a parfois moins à retirer de l'enseignement d'une vérité que de l'historique de sa découverte. On enseigne des résultats, et on nous dit ici, il est important peut-être d'aller au-delà, voir ce qu'il en est sur l'histoire. La réforme de 1902, qui pour l'histoire de l'enseignement secondaire est une réforme majeure. Il y a un avant, il y a un après. Pour l'histoire de l'enseignement, ce que j'appellerais les sciences naturelles, alors les SVT, sciences de la vie et de la terre, qui jusqu'en 1902 s'appellent histoire naturelle, qui sont rebaptisées justement sciences naturelles, parce qu'on passe d'une époque à une autre époque. On doit quitter ici une certaine histoire de la nature pour entrer dans une science de la nature. Eh bien, cette réforme, fondamentalement, donne une autre place aux sciences, car le sens même de la réforme ici, la revendication de ce qui porte cette réforme, c'est que les sciences doivent participer à la formation de l'esprit et contribuer à la constitution d'humanités scientifiques. Bon, long débat sur ces humanités. Bien sûr, la revendication d'humanité scientifique ici est à mettre en parallèle avec les humanités, qui étaient fondamentalement des humanités classiques. Louis Liard, qui est le père, qui porte véritablement cette réforme, ce nouvel enseignement des sciences n'exclut pas l'introduction après les exercices d'observation et de comparaison. Les sciences naturelles de 1902 sont fondées fondamentalement sur on observe, on compare et on généralise. Ce triptyque, c'est véritablement, je pourrais même dire le credo, en trois parties ici, là, ce qui va caractériser ces enseignements jusqu'à une période beaucoup plus récente, comme je Nouvel enseignement des sciences donc n'exclut pas l'introduction après l'exercice d'observation et de comparaison de quelques présentations historiques des travaux des grands savants. En même temps, on ne peut pas détacher cette invitation ici aussi du choix de travaux historiques de ces fameux grands savants, ces savants de la République, et on pourrait donner quelques noms. Vous avez compris que le Pasteur est bien placé dans ce panthéon qui est envisagé ici. Louis Mangin défend aussi cette introduction. Et je reprends ici un extrait de sa communication lors des conférences au musée pédagogique en 1905. Il faut introduire dans la leçon d'histoire du développement de la science pour son illustration de la méthode expérimentale, mais aussi pour sa valeur morale. Et ça, c'est le deuxième intérêt que j'y vois aussi dedans, c'est que le discours sur l'introduction de l'histoire des sciences est lié non seulement à un apport ici en termes de formation de l'esprit, connaissance de la science et des conditions de la science, mais également pour ce qu'elle apporte de valeur, au-delà même de la simple construction ou représentation de ce que seraient ici les conditions de la formation de la science. Et chez Mangin, pour en parler, mais ça a un sens très très fort ici. Je reprends une autre idée également de Mangin. Mangin déplore l'indifférence pour les travaux des anciens qu'affectent aujourd'hui les générations d'étudiants. 1805. Il appartient aux professeurs de l'enseignement secondaire de réagir contre cette tendance et, à propos de certaines questions, de retracer l'histoire des étapes si laborieusement conquises par la science sur l'ignorance ou le fanatisme. Il faut voir aussi que quand on convoque en quelque sorte l'histoire des sciences, c'est bien au service d'une certaine idée, on veut faire quelque chose de l'histoire des sciences. Les occasions dans les programmes de 1902 d'introduire des éléments ou des travaux sur l'histoire des sciences conduisent, j'allais dire, assez classiquement à voir apparaître quelques petits extraits des textes sur la digestion de Reaumur, de Spallanzani, de Blondeau, de Claude Bernard, l'histoire de la circulation chez Michel Servet, Harvey, etc. Pour la géologie, je n'ai pas trouvé beaucoup de textes pour cette période-là.
Si je prends 1925, c'est qu'en gros, 1902, on pourrait prendre toute la première moitié jusqu'aux années 1950, il n'y a pas de modification majeure dans les instructions. Pas de modification majeure, c'est-à-dire que l'invitation n'est jamais allée plus loin que celle que l'on vient de dire précédemment. Je reprends juste ici, complément, dans le programme de 1925, pour les classes de philosophie A et B et de mathématiques A et B, c'est-à-dire les classes terminales de l'époque, la méthode historique, qui en raison de ses lenteurs n'est généralement pas à recommander, présentera parfois, par ses approximations successives vers la vérité scientifique, des éléments intéressants pour la solution de quelques questions. C'est pareil, ce texte-là, sans date, on peut le réutiliser plusieurs fois. Vous allez voir, d'ailleurs, on a l'impression qu'il a été réutilisé tel quel. Et l'intérêt qui est porté ici à ce qui s'appelle donc ici la méthode historique, c'est-à-dire reprendre ici un concept, une théorie, un modèle, étape par étape, puisqu'on parle d'étapes dans ces commentaires, c'est-à-dire de le reprendre en suivant la chronologie, c'est d'une certaine manière, dans le texte que l'on trouve ici, c'est l'intérêt qui est porté aux approximations qui pourraient être mises en avant, généralement pas recommandées, présentera parfois par ces approximations sélectives à la vérité scientifique des éléments intéressants. Mais cette classe de philosophie, A et B comme de mathématiques A et B, c'est la classe terminale. C'est celle qui contient aussi l'enseignement de philosophie, philosophie au sens strict. Et ça n'est pas à séparer, justement. Ce positionnement ici, c'est aussi un positionnement, ça veut dire, assez stratégique, pour montrer que la réflexion sur la science, la réflexion sur la pensée, n'est pas le propre des littéraires, mais qu'au sein même, ici, des sciences, on peut penser et on a intérêt à réfléchir sur les conditions de la constitution de la science. Et la première moitié du XXe n'est pas marquée par d'autres variations, c'est-à-dire que l'on retrouve les mêmes incitations, et en termes de traduction dans les manuels scolaires, on retrouve régulièrement quelques courts extraits, quelques figures, quelques portraits parfois de savants qui ont marqué donc leur époque. 1952, je reprends ici un texte souvent cité de Charles Brunol, qui est le directeur général de l'enseignement du second degré. S'il nous est interdit d'approfondir par voie historique tout un programme d'études, de nous référer constamment aux précurseurs originaux, constamment, c'est-à-dire, en gros, s'il ne s'agit pas ici d'appliquer dans l'enseignement la démarche historique, si nous devons renoncer à parcourir les chemins sinueux qui ont conduit au grand sommet de notre connaissance, il n'est pas impossible d'adopter dans l'étude d'une question ou d'un ensemble de questions une méthode qui, sans s'identifier à l'histoire rigoureuse, se réclame de son esprit, respecte les grandes étapes qu'elle a parcourues et révèle ainsi le contenu des concepts et des théories, les préoccupations qui ont guidé la recherche, les moyens qu'elle a mis en œuvre pour assimiler tel ou tel aspect du réel, pour l'organiser d'une matière rationnelle, la maîtriser et la servir. Cette méthode d'enseignement est celle d'une redécouverte, voici un terme qui fait couler beaucoup d'encre, qui s'efforce autant qu'elle le peut d'être fidèle à l'histoire, de recréer le climat de l'histoire. Beaucoup d'encre, mais vous trouverez de très bonnes choses écrites là-dessus. Gabriel avait écrit spécifiquement, d'ailleurs pour le travail avec Nicole Hulin, autour de la réforme de 1902, un article sur cette redécouverte, justement, parce que la question, elle se pose avant 1952 et après 1952. Donc, ici, cette introduction qui est proposée par Charles Brunol, cette proposition de la méthode de la redécouverte, c'est reprendre à la manière de, sans faire de l'histoire des sciences. C'est le à la manière de qui importe. Eh bien, il se trouve que dans notre discipline qui m'intéresse, donc qui s'appelle à l'époque encore sciences naturelles, vous savez, j'ai changé de nom assez régulièrement, elle est assez soutenue et défendue par les inspecteurs généraux. Albert Aubray, qui est inspecteur général donc, de sciences naturelles, résume en 1956, alors le président de la PVG n'est plus là, mais à l'époque, à chaque assemblée générale de l'Union des naturalistes, l'inspecteur général est invité et donc fait un discours à l'Union des naturalistes, donc l'ancêtre de la PVG, et il résume ici les 3 méthodes pour enseigner les sciences naturelles. La méthode dogmatique, la méthode la plus pratiquée à cette époque, malgré les rappels en 38, rappels 46, les rappels qui vont revenir dans les années 50, et la mise en œuvre d'un enseignement moderne M', par exemple, ça fait différent. La méthode dogmatique, caractérisée par le cours magistral, où le professeur transmet ses connaissances à son auditoire. Il y a donc transmission de connaissances de l'adulte à l'élève. La méthode historique, où le maître s'efforce d'éveiller, d'accrocher l'esprit des élèves en exposant les diverses étapes d'une découverte.
et la méthode d'enquête, qui a la préférence, bien sûr, d'Aubray ici, méthode active utilisant la perception directe et l'induction continue dans laquelle vous procédez soit par découverte, soit par redécouverte du document. Méthode active, on en parle depuis les années 30 et bien avant, mais au niveau des sciences naturelles, en 38, on défend presque pied et ongles les méthodes actives, et dans les années 40-50, c'est aussi une revendication permanente de l'Union des naturalistes. Et donc c'est dans ce cadre-là, finalement, où trouve sa place cette méthode de la redécouverte ou la méthode de l'enquête. Méthode d'enquête, c'est intéressant d'ailleurs à voir en termes de vocabulaire, parce que c'est inquiry, et le inquiry nous renvoie à investigation qu'on va retrouver peu de temps après. Firmin Campan, qui est également l'inspecteur de l'épidémie, non, reviens page précédente, pour que je peux revenir. Alors. C'est page précédente, justement. Bon, où est le problème? Pourquoi j'ai plus qu'une flèche? C'est sur la droite. Voilà, je recommence. Les vues précédentes. Quand on est dessus, on voit moins bien. Voilà. Donc, si Albert Aubray défend cette position, comme le défendra également Firmin Campan, l'inspecteur qui a le plus marqué peut-être durant cette période l'enseignement des sciences naturelles, hein, c'est parce que fondamentalement, cette méthode de la redécouverte avait pour but de retrouver des résultats de recherche scientifique et pas véritablement de pratiquer la démarche historique. C'est-à-dire que le discours sur cette introduction historique, une fois de plus ici, est au service ici d'un travail sur la démarche historique, sur la démarche scientifique, pardon, et pas sur l'histoire véritablement des idées qui vont être développées. Petit clin d'œil, heureusement la biologie n'est plus là, 1962 pour le cinquantenaire de l'Union des naturalistes, les 50 ans de l'association, ça a été l'occasion d'une série de conférences sur l'histoire de la science biologique et géologique française au cours des 50 dernières années. Je vous ai remis le contenu. Ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'il s'agissait ici de faire le point sur l'histoire, en aucun cas de fournir des éléments pour l'introduction d'éléments historiques dans l'enseignement des sciences naturelles. C'était un ensemble d'enseignants, biologistes, géologues, qui se tournent vers le passé des sciences qu'ils enseignent, mais pas ici, hein, ce qui aurait pu s'apparenter à une formation. Et donc, on y retrouve ici différentes conférences. Je ne pense pas que Geneviève Fermier ait fait le point sur la tectonique des plaques. Je sais pas. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. La période 1960-2000, pourquoi l'ai-je regroupée? Parce que d'un point de vue instruction officielle ou réforme des programmes, il n'y a pas de nouvelles invitations, de nouvelles incitations à introduire des éléments d'histoire des sciences. Ça n'est pas interdit. La réforme ou les propositions de la méthode de la redécouverte, fort décriées, sont peu à peu retirées, mais ce qui allait avec, l'étude de quelques textes historiques ou d'exemples historiques, est toujours possible. C'est du domaine du possible. Il n'y a aucune obligation de traiter d'un point de vue historique tel ou tel concept. Cette période, qui, on n'a pas le temps de le voir, est marquée par de très grands changements, de très grandes réformes, hein, ne laisse aucune place nouvelle. Et en même temps, il y a, ce que j'ai marqué ici, des initiatives individuelles de plus en plus nombreuses, portées d'ailleurs par des préoccupations pédagogiques. Quand je mets en pédagogique, c'est certaines des préoccupations étaient de partir d'une histoire, d'attirer, de faire causer, de s'immerger dans un texte plus ancien, ou plus franchement didactique. Et là, il est clair que le lien avec le groupe de Victor Host à l'INRDP à l'époque, qui lit à la fois donc, ces interrogations qui sont du champ de ce qui va devenir la didactique, ou de l'histoire des sciences, explique aussi la proximité permanente qu'il y a eu entre ces deux aspects de la question. Et puis, ce que j'ai rajouté ici, des initiatives individuelles par ce qui est véritablement un militantisme d'historiens des sciences, universitaires ou passionnés de sciences, ou enseignants du secondaire ayant fait des travaux en histoire des sciences et poursuivant dans ce sens. Il y a ici des innovations qui sont menées à différentes échelles, mais il n'y a pas véritablement d'enseignement ici introduisant cet aspect d'histoire des sciences. Et puis, je l'ai signalé parce que
ça a son importance bien au-delà des mathématiques. La création des instituts de recherche et d'enseignement des mathématiques, des IREM, IREM qui contiennent très rapidement ici des cercles d'histoire des sciences qui vont se fédérer, s'organiser, introduit dans les pratiques pédagogiques nouvelles de ces années 70 et 80 des textes historiques. Alors, il y a une longue tradition qu'on n'a pas le temps de voir par contre, des mathématiques, où il n'y a jamais eu la même coupure entre l'histoire des mathématiques et les mathématiques elles-mêmes. Mais je n'ai pas le temps de prendre là-dessus. Le programme de 2001 de la classe de seconde nous disait la science n'est pas faite de certitudes, elle est faite de questionnements et de réponses qui évoluent et se modifient avec le temps. Dans bien des cas, rien ne peut remplacer l'exposé historique, dans bien des cas. Celui-ci a un côté culturel irremplaçable qui situe la découverte scientifique dans son contexte temporel, mais aussi montre comment les découvertes scientifiques ont influencé le cours de l'histoire. L'exposé historique permet de mesurer les difficultés que l'humanité a rencontrées pour résoudre les problèmes qui peuvent aujourd'hui sembler élémentaires. La fin n'est pas inintéressante non plus. On voit bien que c'est d'une histoire des sciences, cette histoire qui est proposée ici, l'exposé, c'est aussi une histoire des difficultés, mais si je la lis rapidement, je me dis que certaines de ces difficultés, finalement, ont pu se résoudre par juste des progrès techniques, ce qui m'interroge aussi sur ce qui perce exactement derrière. Bon, il y a peut-être quelque autre chose. C'est le texte du programme de 2001. Dans les pratiques, comme dans un des supports des pratiques que sont les ouvrages scolaires, toujours intéressant à voir, parce que dès l'instant qu'on introduit une discipline nouvelle qui ne fait pas partie du cursus antérieur, chacun a tendance à aller voir qu'est-ce qui est proposé plutôt du côté du manuel. Si on se détache du manuel quand on maîtrise bien, quand on maîtrise moins bien, on se rebascule sur le manuel. Les années 70 ont été très claires là-dessus sur l'importance qu'a pris le manuel, donc du côté des enseignants. Programme de 2005, dans la démarche d'investigation, qui est donc proposée ici pour les 4 années du collège, c'est pour ça que le BO c'est le spécial de 2008 que je donne ici, une fois que les 4 programmes ont été mis. La perspective historique donne une vision cohérente des sciences et des techniques et de leur développement conjoint. Elle permet de présenter les connaissances scientifiques comme une construction humaine, progressive, et non comme un ensemble de vérités révélées. Elle éclaire par des exemples le caractère réciproque des interactions entre sciences et techniques. Ce texte-là, bien peu d'historiens pourraient renier un tel texte. C'est une partie des revendications, ou tout au moins de ce qu'ils ont mis en avant comme étant un des aspects importants de l'histoire des sciences, dans l'enseignement des sciences, pour avoir une autre représentation probablement des sciences. Démarche d'investigation qui se retrouve dans ce prolongement avec les programmes de la classe de seconde qui ont donc été mis en place ici à cette rentrée, où l'histoire de l'élaboration d'une connaissance scientifique, celle de modification au cours du temps, sont les moyens utiles. On peut varier sur les qualificatifs, on l'a vu au cours du temps, pour comprendre la nature de la connaissance scientifique et son mode de construction avec ses avancées et éventuelles régressions. Il conviendra de veiller à ce que cette approche ne conduise pas à la simple évocation d'une succession événementielle et à ne pas caricaturer cette histoire au point de donner une fausse idée de la démonstration scientifique. On a un discours qui est très fort pour l'histoire, pour, j'allais dire, une véritable histoire, véritable au sens où une histoire où on prenne le temps de voir les choses, de décortiquer les choses, de déterminer les raisons, les obstacles, les ruptures qu'il peut y avoir dans cette histoire. De même, il serait vain de prétendre faire réinventer par les élèves en une ou deux séances ce qui a nécessité le travail de plusieurs générations de chercheurs. C'est aussi ici ce qui est revendiqué, une histoire par rapport à l'usage qui a pu en être fait dans la proposition évoquée tout à l'heure à travers le texte d'Aubray ou de Campan, d'un usage un petit peu trop séparé, un document à l'appui de, sorti totalement de ce contexte, pour donner l'impression qu'on pouvait refaire ce qu'a fait le scientifique. Donc il y a aussi une critique là-dessous qu'on n'a pas le temps de trop creuser. Et puis ce programme, que je remets pour la deuxième fois, je peux le mettre 3 fois ou 4 fois, c'est le même programme, le programme de 2011, pour bien l'inscrire ici dans cette progression finalement des textes, puisque ce programme de 2011 invite, lui, pour la première fois, à l'enseignement de l'histoire d'un modèle, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les grandes lignes, on le disait tout à l'heure, ont été présentées au collège. Il s'agit maintenant, en s'appuyant sur une démarche historique, de comprendre comment ce modèle a peu à peu été construit. Et ça, c'est une première. Au niveau de l'enseignement secondaire, dans les instructions officielles, c'est une première que d'inviter à enseigner ici un modèle par la démarche historique. Donc, il faut le relever. Alors, je dis voilà, 150 ans d'invitation à, puisque
je me suis intéressé ici à des rapports officiels, à des discours officiels, à des textes officiels. Ce qui se passe dans la classe, on sait bien, c'est dans notre domaine. Ce qui est dans le manuel, c'est entre les deux, mais de ce que l'on sait, de toute manière, et des bilans qui ont été faits, l'histoire des sciences n'a pas véritablement été enseignée dans ces périodes-là. Deuxième aspect, c'est l'histoire des sciences dans la formation des enseignants du secondaire, qui vont avoir enseigné les sciences et qui, dans un premier temps, sont des étudiants d'université. L'histoire des sciences et formation universitaire des enseignants de la SVT, en prenant ici au sens très large, c'est-à-dire du post-bac jusqu'au jour où il se retrouve face à sa classe. Je reprends ici un texte donc, de Jean Rochemorduc, non pas tant pour le texte, mais pour rappeler ce moment, 1975, puisque cet ouvrage de retour aux sources pour l'histoire des sciences dans l'enseignement scientifique français, où j'ai découvert que Gabriel aussi avait travaillé, prolongeait en fait une enquête. Et c'est ça qui m'intéresse, prolonger une enquête de 1973-1974, qui constitue finalement le premier bilan sur l'histoire des sciences dans l'enseignement universitaire. À ce moment-là, on tente de faire le point sur ce qui a enseigné l'histoire des sciences dans l'enseignement scientifique français, qui est donc à la fois un côté bilan enquête, mais aussi un côté plaidoyer pour une autre place, en quelque sorte, pour l'histoire des sciences, qui est absente, réduite à quelques initiatives individuelles en fonction donc des enseignants de l'université. Pour comprendre aussi le cadre scientifique et le cadre d'association entre chercheurs dans lequel on se trouve, 1980, c'est la création de la Société française d'histoire des sciences et des techniques. Et dans le fondement de cette association, dans le texte donc, de création, Jacques Roger, qui en est le premier président, dit « Jamais sans doute l'histoire des sciences et des techniques n'a suscité autant d'intérêt en France ». 1980, c'est intéressant parce qu'on est 30 ans après, et pour ce qui est de l'intérêt suscité pendant ces 30 ans par l'histoire des sciences, le bilan est un petit peu maigre. L'histoire des sciences et des techniques, par la réflexion qu'elle permet sur les réalités de notre monde, doit être un élément essentiel de cette culture de demain, notre revendication ici, de texte fondateur ici de la société, même s'il y a une antériorité à la société, j'entends bien, mais elle se fixait ici des objectifs très clairs. Première rencontre nationale à Nantes, les 9 et 10 octobre 1980, sur le thème de l'enseignement des sciences aux scientifiques, et ça a été l'occasion, 7 ans après la première enquête, de faire le point sur l'enseignement de l'histoire des sciences dans les filières de DUG, et historiquement, dans les DUG A, il y avait une option histoire des sciences qui a été proposée dans un grand nombre d'universités, et parfois en DUG B. Mais d'emblée, ce bilan est intéressant aussi, on voit qu'il est plus souvent proposé en DUG A, poids des mathématiques et poids ici, il y a l'histoire des mathématiques, que dans les sections B. Je passerai, je l'ai mis ici, juste les nombreux rapports. Constat, encouragement, demande pour développer l'enseignement et la recherche en histoire des sciences dans les universités, le rapport de l'Académie des sciences, le rapport du Collège de France, le rapport de Gros, le rapport Bancel, le rapport Lecourt, qui a créé des postes plutôt orientés philosophie des sciences, d'ailleurs que histoire des sciences. De nombreuses invitations aussi, du côté du secondaire. 2003, toujours pour donner ce panorama, une autre enquête qui a été menée sur l'enseignement en histoire des sciences dans les universités par Martha Strandi-Gibert, Annie Dahan et Hélène Gisbert, qui était une enquête auprès des différentes universités sur les enseignements d'histoire des sciences qui se trouvaient aussi bien dans les cursus scientifiques que dans les cursus propres. Le bilan était, vous l'avez sous les yeux, très peu d'heures, dispersion dans les filières. Le très peu d'heures, ça allait de 4, 5, 6 heures, bien souvent, hétérogénéité des objectifs, des contenus, des intervenants. Il pouvait s'agir aussi bien d'une culture générale, de grands problèmes de société, d'un même enseignement pour les étudiants de mathématiques, de physique et de biologie dans les mêmes amphithéâtres, où on avait un discours plus général sur les grandes étapes de la science. Le bilan mettait aussi en évidence une tradition de l'enseignement en médecine. Dans la faculté de médecine, il y a toujours une partie d'histoire des sciences qui s'explique aussi par un grand nombre de thèses d'histoire des sciences qui pouvaient être faites comme thèse de doctorat, et un ancrage très fort dans le 19e ici, mais aussi en école d'ingénieur, avec une orientation justement vers des problèmes de société, une réflexion sur la science également. L'enquête met aussi en avant, et si je l'ai remis ici, c'est parce qu'on l'a évoqué lorsqu'on préparait les maquettes ensemble l'an dernier, des enseignants-chercheurs isolés, très peu de laboratoires de recherche, très peu de structures d'appui. 2005, une enquête semblable avait été menée sur l'enseignement en histoire des sciences dans les UFM par un groupe d'enseignants-chercheurs en histoire des sciences en poste dans les UFM, à l'origine le groupe Reforest, Recherche, Formation, Épistémologie, Histoire des sciences et des techniques, qui montrait
du côté des filières PLC1, donc les professeurs de lycée, collège, première année et deuxième année, des formations initiales. J'ai mis une situation très variée. Oui, ça allait de 2 heures d'information jusqu'à 2-3 journées sur une thématique. Pas d'histoire des sciences en PLC1 en règle générale, mais quand il n'y en avait pas, l'exemple portait automatiquement sur les PLC2. Or, sur les PLC2, et ça c'est assez intéressant, donc, sur ces lauréats du concours, je rappelle, la plupart d'entre vous en ont eu, qui étaient stagiaires, et la plupart du temps c'était en association avec ici un topo, jamais au-delà en épistémologie, ou avec des formations en didactique. Donc cette proximité très forte, d'ailleurs, qui avait été discutée lors d'un colloque en 2005 à Montpellier, sur cette proximité dans les UFM de la formation en histoire des sciences et en didactique des sciences. Et par contre, la mise en évidence aussi, les UFM ayant en charge en partie la formation continue, de stages proposés dans un grand nombre d'académies, extrêmement variées d'ailleurs, en histoire des sciences, pour les enseignants du secondaire, sans organisation générale, avec une très forte domination ici des mathématiques, pour les mêmes raisons de longue tradition des mathématiques, et aussi pour, j'allais dire, le militantisme des IREM, du côté des plans de formation. 2010, eh bien, je l'ai mis juste pour l'évoquer, on en a fait le bilan, il est sur le site. On a vu ici que 2 stratégies avaient été prises au niveau de l'introduction d'histoire des sciences dans les masters, une intégration à des UE disciplinaires ou à des UE didactiques, ou parfois quelques UE d'épistémologie et d'histoire des sciences qui étaient indépendantes. Des volumes extrêmement variables dans ces mêmes maquettes. J'ai repris les données qui étaient là, 10 à 60 heures, mais pour la majorité des cas, comme c'était intégré, ça n'était pas précisé dans ces maquettes. Bilan sur ce deuxième point. Je l'ai résumé, en fait, le bilan, tout est là. L'expérience, à la fois de la formation dans les UFM, mais aussi la connaissance des modes de fonctionnement des programmes du secondaire, et là je renverrai à ce que l'histoire de l'enseignement nous montre régulièrement, s'enseigne au lycée fondamentalement les questions qui tomberont au bac. Et historiquement, si on veut augmenter les chances que soit enseignée telle ou telle partie, il vaudrait mieux qu'il y ait une question au bac dessus. Et ça, c'est depuis le 19e, on se bat, et on s'est battu pour la géologie, pour qu'il y ait des questions de géologie au baccalauréat, au 19e, pour augmenter les chances que la géologie soit bien enseignée. Eh bien, c'est le même problème pour l'histoire des sciences, d'une certaine manière. Quand je dis pas de demande de l'enseignement secondaire, pas de formation initiale des enseignants, pas d'enseignement au secondaire. Si les enseignants ne sont pas formés à l'histoire des sciences, il est difficile, même avec des propositions et des invitations ou des incitations, comme celles qu'on a pu voir en 150 ans, de voir se mettre en place ici des enseignements qui s'appuient sur des éléments d'histoire des sciences, sans parler même de mettre en place une démarche historique, qui est quand même le cran au-dessus de l'utilisation d'un texte historique. Donc ça veut dire en amont une formation universitaire. Mais d'un autre côté, et on l'a bien vu les uns et les autres dans la constitution des maquettes, s'il n'y a pas d'histoire des sciences dans le concours de recrutement des enseignants, il y a d'autres préoccupations dans la préparation des concours qui sont en amont, qui font qu'on se centre sur les questions susceptibles de tomber au concours de préparation. C'est exactement le même travers que celui du baccalauréat. Ça n'a jamais fonctionné autrement. Donc, si on remonte en amont, s'il n'y a pas de demande, il n'y en a pas non plus. Et on voit que rapidement, s'il n'y en a pas en amont, c'est aussi parce qu'en amont, on tient le discours que pourquoi faudrait-il faire de l'histoire des sciences dans le cursus d'un étudiant de l'université? Qu'en fera-t-il par la suite? Et donc, on est là dans un système qui fait qu'à un moment donné, il va bien falloir s'interroger sur qu'apporte l'histoire des sciences directement à la formation de l'étudiant en sciences ou à la formation de l'élève en sciences. Alors, je reviens sur cette interrogation à partir donc de ce troisième aspect du problème et en reprenant la proposition qui nous est faite. Enseigner l'histoire du modèle de la tectonique des plaques dans les classes de première scientifique, donc à partir de la rentrée prochaine, puisque le programme s'appliquera à partir de la rentrée prochaine. J'ai repris ici la découpe qui est proposée pour l'enseignement de ce modèle de la technique des plaques, c'est-à-dire la naissance de l'idée, l'hypothèse d'une expansion océanique et sa confrontation à des constats nouveaux, le concept de lithosphère et de la sténosphère, un premier modèle global. Je ne vais pas pouvoir tout le traiter, mais je vais essayer de le reprendre dans ce ordre-là. Et je reprends en même temps
Je reprends en même temps ce qui est précisé dans ce programme, qui dit « L'approche historique d'une question scientifique peut être une manière originale de construire une démarche d'investigation. L'histoire de l'élaboration d'une connaissance scientifique, celle de sa modification au cours du temps, sont des moyens utiles pour comprendre la nature de la connaissance scientifique et son mode de construction. » Donc, il s'agit ici, dans cette invitation, ici de décortiquer historiquement la construction de ce modèle pour pouvoir identifier, en fait, les conditions de la construction. Et je poursuis avec ces avancées, éventuellement ces régressions. On ne dit pas ces impasses, c'est-à-dire tous ces champs qui ont été développés et qui n'ont mené à rien, et ils sont nombreux. Il conviendra de veiller à ce que cette approche ne conduise pas à la simple évocation d'une succession d'événements et à ne pas caricaturer cette histoire. Et dès que je lis toujours des programmes, je me pose la question d'un point de vue pragmatique ou autre, qui est du temps que l'on passera dans ces programmes à cette étude-là. Car tout enseignement, ici, secondaire comme universitaire, est toujours inféodé au temps déterminé ou au temps possible pour être enseigné. Donc, il est important de voir aussi les textes en essayant de se projeter, ça peut paraître parfois très terre à terre, mais en nombre d'heures. En nombre d'heures, on va y passer 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, moins, plus, pour essayer de peser ici les temps qui sont nécessaires pour construire ou déconstruire le modèle qui nous est ici proposé. Je reviens sur le premier aspect, la naissance de l'idée. J'ai repris ce qui était donné dans ce programme. Au début du XXe siècle, les premières idées évoquant la mobilité horizontale s'appuient sur quelques constatations. La distribution bimodale des altitudes, les tracés des côtes, la distribution géographique des paléoclimats et certains fossiles. Bon, c'est l'actuel programme tel qu'il est donné. On identifie avec les 3 éléments qui sont donnés ici qu'il s'agit derrière de Wegener. Il ne figure plus en toutes lettres dans ce texte. Il n'est pas dit qu'il s'agit ici pour les premières idées d'étudier Wegener. C'était dans le projet de programme, ça n'est plus dans ce programme, mais on a compris que c'est de Wegener qu'il s'agit. Et je renvoie à ce que Gabriel nous a présenté, distribution modale, tracé des côtes, distribution géographique. Mais en même temps, je m'interroge justement d'un point de vue histoire des sciences, les premières idées évoquant la mobilité horizontale s'appuient sur quelques constatations. Je m'interroge sur la nature de constatation, justement. Et on l'a très bien vu avec Gabriel ce matin, qui était évoqué. Les idées mobilistes ne sont pas nées au début du XXe siècle. Il n'y a pas de constat qui, d'un seul coup, apparaissent comme ça au XXe siècle. L'histoire de la mobilité des continents est indissociable, Gabriel l'a évoqué aussi, mais est indissociable de l'histoire du XIXe siècle. Alors évidemment, d'emblée on peut me dire, oui mais il va bien falloir commencer par un bout, on ne va pas tirer la ficelle. Oui, mais alors le problème justement en histoire des sciences, c'est que, on l'a bien compris, pour comprendre Wegener n'arrive pas ici avec un constat qui ne tombe de rien. Il n'y a pas de texte de Wegener sans contexte, sans d'autres textes lus par Wegener auxquels il réagit, par rapport auxquels il se prononce. Il y a, entre guillemets, ici à s'interroger aussi sur les modèles antérieurs. Et je reprends ici 4 modèles, au moins si je me fie à Maud Green, ou 3 si je me fie à Gabriel. Parce que Jean-Pierre était moins sympa. Voilà, mais je partage tout à fait avec toi. Au moins 4 grands modèles. Le modèle de tectonique, et tant pis si ça paraît un anachronisme pour certains, le modèle de tectonique globale, tectonique du globe d'Élie Beaumont, ou d'Edward Suess, ou de Thomas Chamberlain, qui sont antérieurs déjà au modèle de Wegener. Or, Wegener prend position aussi, on l'a bien vu, par rapport à ces modèles plus anciens. Donc, simplement, je remets ici ces différents ouvrages de Wegener. Je ne vais pas reprendre ce que Gabriel avait déjà dit ce matin, mais je vais juste réinsister là-dessus. Pour comprendre Wegener, il faut bien voir ce par rapport à quel modèle il se positionne. Et si on laisse de côté, ce que je ne voyais pas dans les invitations qu'on avait du programme, si on laisse de côté ce que Wegener fait du modèle du refroidissement de la Terre, qui certes, parce qu'on vient de trouver la désintégration radioactive, on vient de reconsidérer le fait que la Terre ne se refroidit peut-être pas, mais elle se réchauffe. Donc on vient de modifier ce modèle, mais
Mais ce modèle de refroidissement avait construit aussi tout un modèle de formation des chaînes de montagne, un modèle d'effondrement, avait déjà un modèle explicatif de cette structure. Pour comprendre Wegener, il faut bien le positionner. On a vu aussi, pour comprendre ce que dit Wegener, il faut bien positionner le modèle de James Hall et James Dana, ce modèle de la permanence, comme on disait, bien résumé ici par Bell et Willis. La position et le texte de Wegener est bien une réponse à, mais aussi une tentative de concilier certaines théories, c'est-à-dire concilier une partie du modèle de Suez, par exemple, avec la théorie de l'isostasie, qui est quand même une nouveauté, de concilier ces deux modèles, mais aussi d'utiliser, d'une certaine manière, ces deux modèles pour neutraliser d'autres modèles. C'est-à-dire qu'on est bien ici, non pas dans une vision, je n'avais pas beaucoup aimé d'ailleurs dans la proposition des programmes, pour tout dire, le terme d'intuition qui était apparu, les intuitions de Wegener. Il n'y a pas d'intuition, Wegener, pas un constat non plus ici. Il prend bien des positions par rapport à des modèles, il les construit, il les oppose. On a parlé ce matin justement des ponts continentaux. Les ponts continentaux, si on regarde le cas des ponts continentaux, c'est fort intéressant ce Wegener. Il y avait une nécessité de ponts continentaux pour relier des faunes et des flores qui se trouvent de part et d'autre actuellement d'un océan. Une des possibilités, bien évidemment, c'est de croire en une continuité terrestre qui aurait toujours existé. Si vous supprimez la possibilité de la continuité, il va falloir reconsidérer la permanence des continents et des océans. Dans le cas de Wegener, ce qui est intéressant, c'est que neutralisant, et on voit comment il neutralise par l'isostasie l'impossibilité qu'il y ait disparition, enfoncement, effondrement de ponts continentaux pour des raisons d'isostasie. Et là, il s'appuie sur toute une communauté qui défend l'isostasie. Car dans le modèle de la permanence, que l'on disait, qui caractérise bien la géologie américaine, il y a je veux dire, le sous-modèle de la permanence, qui est le modèle de l'isostasie, qui pour certains deviendra même un modèle de tectonique globale. Le modèle de Dutton de l'isostasie prétend à expliquer finalement toute la dynamique de la Terre et la formation des chaînes de montagnes aussi. Donc il s'appuie ici sur des modèles très solides. Et il me semble nécessaire, si on veut comprendre ce qu'écrit Wegener dans le texte de Wegener, justement de prendre également en compte ces aspects-là. Si on ne les prend pas, quelle est la portée d'un texte où on va réduire finalement la pensée de Wegener à une succession de constats qui nous semblent être les constats que n'importe qui aurait pu faire, et un élève est dans la position de se dire oui, je constate le complément des continents. L'Afrique emboîte sur l'Amérique du Sud. Mais si on réduit Wegener à ça, on tombe exactement dans un des travers que l'on va retrouver du côté des opposants de Wegener. Dans l'opposition à Wegener, on va parler d'une position donc, de dérive des continents, ce drift qui apparaît ici, est très péjoratif, comme l'ont rappelé un certain nombre d'historiens. La théorie que formule Wegener, c'est une théorie des translations continentales, des déplacements dans le plan de ces continents. À partir du moment où on insistera sur dérive des continents, c'est parce qu'on réduit un peu les choses. Deuxième remarque, on associe bien souvent Wegener, la théorie de Wegener du côté américain, à la théorie de Bursell Taylor. On les associe d'autant mieux qu'on les réduit à la complémentarité de masse continentale. Et dans ce cas-là, on peut trouver des antériorités à d'autres visions semblables, au XIXe ou même avant, sur des complémentarités de part et d'autre. Mais ça n'en fait pas un modèle explicatif. Ça n'en fait pas une théorie construite avec, dans la visée de Wegener ici, la possibilité d'expliquer certains aspects. Donc, il me semble ici important de voir comment aussi Wegener réutilise, quand Wegener parle du Gondwana, de son Ur-continent, sa Pangée, cette idée du continent unique qui se fracture et se sépare, ce modèle est extrêmement important parce qu'on voit aussi dedans comment il y a du Suez là-dedans, mais du Suez pour d'autres raisons. Suez avait déjà besoin d'un Gondwana pour des raisons paléontologiques. C'était une unité paléontologique. Il n'avait aucune raison d'avoir un Gondwana pour des raisons tectoniques. Une fois qu'on a retiré les ponts continentaux, si vous avez la nécessité du Gondwana paléontologique et qu'il n'y a pas de ponts continentaux, il faut trouver une autre solution. Et donc on voit comment c'est très bien construit. Et l'autre solution, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les ponts, avec la nécessité du Gondwana paléontologique, il faut forcément réemboîter ces masses continentales. Donc en prenant ces textes, on voit
ici comment il crée la nécessité aussi de son modèle, et comment son modèle se présente comme une réponse finalement, à des problèmes qu'il va évoquer avant. Alors, ce qui est intéressant en même temps chez Wegener, on l'a dit, j'ai mis cette diapositive, c'est il y a plusieurs éditions de son texte. Chaque édition est revue, augmentée, corrigée, et l'édition posthume, elle aussi, a entrepris de faire le point sur les différentes réactions qu'il y a eu au texte de Wegener. C'est la difficulté en même temps, ne nous le cachons pas, de l'accès au texte de Wegener. La plupart du temps, nous travaillons avec la dernière traduction, donc, qui est un texte déjà revu, augmenté, corrigé. L'accès à la première traduction, j'avais mis les différentes traductions tout à l'heure, est déjà plus difficile pour des raisons pratiques la plupart du temps, il faut déjà la trouver, hein, c'est beaucoup moins évident. Et puis la toute première version de Wegener, elle est en allemand, ce qui limite aussi cet accès. Donc, je mettais ici, en termes de réflexion, hein, autour de ces propositions. On nous dit ici, donc, dans ce programme, d'aller voir la naissance de l'idée. Je ne sais pas trop le terme de naissance de l'idée, mais tant qu'à étudier la théorie de Wegener, autant l'étudier pour comprendre comment elle est construite, comment il choisit ses observations, ses arguments, comment il les associe également. Bien souvent, on ne se rend pas compte à quel point Wegener va emprunter à la biologie pour appuyer sa paléontologie, ce qui est assez étonnant dedans. Hein. Il tente véritablement ici une synthèse. Mais attention, il tente une synthèse en prenant des données dans un champ, il additionne avec des données dans un autre champ, il croise, il n'est jamais ni paléontologue, ni biologiste, ni etc. Il tente d'être en plusieurs positions en même temps. Or, ce qui est intéressant de bien comprendre aussi, c'est ne pas faire passer Wegener vis-à-vis de nos élèves comme étant quelqu'un qui est complètement extérieur à cette communauté. C'est peut-être ce qu'on a eu tendance à dire un petit peu rapidement, en disant Wegener n'était pas géologue, il est géophysicien. Son plus fort opposant, c'est un géophysicien. Mais Wegener, en Allemagne, est géophysicien, c'est un météorologue. Il a une culture de géophysicien, il enseigne la géophysique aussi à un moment donné. Donc, il est de ce champ-là. Il ne publie pas dans les différents champs auxquels il emprunte. Ça, c'est clair. Il n'appartient pas aux différentes communautés. Mais dans sa communauté, il est parfaitement bien identifié. Il a sa justification. 3 minutes. 3 minutes. Donc, sur cette diapo, je disais nécessité d'ouverture sur la théorie de la permanence de l'océan et des continents et sur la théorie des outils. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté, ne perdons pas de vue que le texte de Wegener, sans le contexte, ça perd une grande partie de son intérêt. Enfin, par rapport aux critiques qu'on nous avait mis en avant, attention au travers de ne pas tomber dans l'histoire événementielle, de ne pas tomber dans une caricature de l'histoire, nous dit-on. Si on ne replace pas ce texte à minima dans le contexte des idées de l'époque, on tombe exactement dedans. La naissance de l'idée, deuxième aspect, je vais le reprendre très rapidement, je vais passer dessus, on disait que cette idée se heurte au constat d'un état solide de la quasi-totalité du globe terrestre, établi à la même époque par les études sismiques. L'idée de la mobilité horizontale est restée par l'ensemble de la communauté scientifique. Il me semble que c'est beaucoup plus complexe. D'abord parce que le constat d'une Terre solide, ça c'est beaucoup plus difficile, et on l'a bien compris ce matin quand on a échangé, entre autres justement sur Benoît Gutenberg. Terre solide, oui, entièrement solide, rigide et cassante, pas pour tout le monde. Hein, je reprends ici à Naomi Oreskes une citation qu'elle donne ici dans Return of Continental Drift, on va parler plusieurs fois. The crystal substrate appears to be something in between. À ce moment-là où Wegener parle du substratum de ces continents, on ne peut pas dire qu'il se heurte directement à une communauté. Il a face à lui des géophysiciens qui sont partagés. S'ils ont tous une nécessité de penser la Terre comme solide, et là c'est un héritage directement du 19e pour des raisons astronomiques, si la Terre n'est pas solide, il devrait y avoir un effet de marée au niveau continental et une déformation. Et il y a des débats fort intéressants fin du 19e pour montrer que non, si on met 25 à 30 miles de terre solide, en dessous, ça peut être légèrement plastique. Il n'y aura pas de marée, et ça permettrait l'isostasie. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant de voir aussi. Pour comprendre ici l'isostasie, il nous faut une Terre qui présente une certaine plasticité. Donc, dire que Wegener se heurte à une Terre complètement solide, ça serait, d'une certaine manière, dire, alors, qu'en est-il de l'isostasie? L'isostasie,
défendait forcément, il fallait un niveau plus plastique pour qu'il puisse y avoir ici, ça n'est finalement que l'isostasie, hein, que la poussée d'Archimède appliquée à, comme on dit. Donc il fallait qu'il trouve quelque part un niveau. Donc Wegener s'appuie aussi sur une école de l'isostasie qui défend forcément l'existence à un niveau donné, à une profondeur donnée, d'une couche souple qui permet ces rééquilibrages. L'erreur majeure que va faire Wegener, et ça c'est fort intéressant, c'est comment quand on importe un modèle qui montrait la nécessité d'une plasticité pour des déplacements verticaux, l'isostasie, comment quand on le transfère pour un usage dans des mouvements latéraux, ici il n'a pas l'appui de la communauté l'isostasie. C'est-à-dire s'il défend l'idée que tout n'est pas solide, l'école de l'isostasie de Thon, Gilbert, Fischer, Osmond Fischer, sont derrière lui d'une certaine manière. Mais s'il le prend pour dire que donc des mouvements latéraux sont possibles, alors il sort du champ. Donc, je ne vais pas trop vouloir dépasser, mais pour comprendre que c'est beaucoup plus complexe, j'évoque juste aussi, quand on dit il se heurte ici à un modèle d'une terre solide, attention aussi à l'anachronisme. 1906, Richard-Dixon, existence d'un noyau sismique. Morovici, on le sait, c'est 1909. Hein, ce constat, cette observation, si je fais vite avec quelques étapes de cette séparation entre une croûte et le manteau. Beno-Gutenberg, c'est 1914, déjà sa première proposition ici d'une séparation noyau-manteau. Mais en même temps, si on y regarde de près, la notion de nifé, sima, sial, qui n'a pas la même signification, mais qui pense déjà une terre en couche concentrique, est bien antérieure. Elle est chez Suess. Donc il faut bien le prendre en compte pour voir qu'on a déjà un modèle, où on est un modèle de pensée concentrique, qui était gravitaire, qui était astronomique. Hein. Bon, et donc voilà, je vais passer sur celle-ci. Hein. Je vais finir avec celle-ci, c'est mieux. Voilà, je vais finir avec celle-ci. En restant sur Wegener, donc ça, regardez la suite, hein, l'étude de la réception de la théorie de Wegener, ça aussi c'est un élément important. Il y a la théorie de Wegener, il y a l'exposé de Wegener et le contexte de Wegener. Il est intéressant aussi de voir quels sont les autres textes qui vont être opposés à Wegener, quels sont les arguments qui peuvent être mis en avant pour étudier justement à quel niveau se situe l'argument. Est-ce qu'il est sur une donnée que n'aurait pas Wegener? Est-ce qu'il est sur une impossibilité, une contradiction entre la proposition de Wegener et un autre modèle? Un modèle mathématique ou un modèle physique, sur quoi s'appuie ce modèle? Et je me disais, l'étude de la réflexion doit viser à identifier et caractériser les positions et argumentaires favorables ou défavorables, et pas seulement se limiter à relever l'incapacité de cette théorie à proposer un moteur, et je rejoins bien sûr ce qui était dit, crédible déplacement des continents. C'est sûrement l'erreur. Si on résume Wegener à dire qu'il n'a pas trouvé le moteur, c'est pour ça que sa théorie, on est passé à côté là. Hein, je disais aussi, donc ça va permettre de relever l'existence aussi, et là, cette interrogation, l'existence synchrone de modèles de convection mantélique. On a cité Arthur Ohm, John Joly, Beno-Gutenberg aussi va proposer un modèle. Et parce que ça aussi, c'est un cas intéressant. Daly, oui, bien sûr, Rinald Daly. Et donc là, il y a une question aussi qui est fort intéressante, faire constater à nos étudiants que, en apparence, les éléments étaient là. Qu'il ne suffit pas, parce qu'il y a une idée un petit peu courte qui est de se dire, oui, mais s'ils avaient su ça en même temps, alors ils ont tiré ça. C'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et étudier un cas de situation où on voit bien que, vu d'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a tous les éléments. Mais vu de l'époque, ça n'a pas du tout la même signification. Donc ça permet de se réinterroger sur aussi le pourquoi de ces modèles. On peut toujours les trouver très performants aujourd'hui. Or, il est fort intéressant ici de retourner d'aller lire John Joly sur son modèle, ou Daly sur son modèle, et de voir comment ils font. Voilà, merci. Merci. Juste sur ce que vous avez dit à la fin, moi, je suis un petit peu perdu du coup dans ce qui s'est passé, parce qu'il m'avait cru comprendre que les mouvements de convection du manteau avaient été faits après. Alors je ne sais pas si vous avez moyen de répondre de façon assez courte pour expliquer pourquoi dans ce cas-là on n'a pas pu accepter son modèle à l'époque. Alors, comme l'a déjà évoqué Gabriel ce matin, dès les années 1920, et Wegener en a connaissance, plusieurs modèles sur la dissipation de l'énergie produite par la désintégration et l'inégale répartition ici des éléments radioactifs conduisent à penser des déplacements de chaleur susceptibles d'avoir entraîné ici une transformation du substratum. Alors là, c'est un peu complexe. Transformation du substratum, est-ce qu'il a fondu? Est-ce qu'il est devenu simplement plastique? Mais il serait le siège de mouvement.
Donc l'idée que la dissipation de cette chaleur entraîne des mouvements dans ce qu'on appelle à l'époque le substratum des continents, on l'a chez plusieurs auteurs. On l'a chez Holm, donc on l'a bien vu nettement dans le texte de 28 comme dans le texte de 29. On l'a chez Kirch aussi, un Allemand que Wegner a lu, qui propose aussi son article. Je vous ai mis les références de la plupart de ces papiers. Il y a le PDF de la présentation et puis j'ai mis un 6 pages de biblio sur le sujet en remettant tous les articles importants et ouvrages importants. Et il y a un texte sur la radioactivité, la dissipation de cette énergie. Donc il y a les éléments de... du côté de l'histoire des sciences, il y a des questions aussi à répondre. L'historien des sciences tente de comprendre une partie de ces éléments. Pourquoi, comme on le disait ce matin en évoquant la cécité des 30 ans, mais aussi... Pourquoi Kurt Wegner semble avoir ignoré Holm? On le disait ce matin, mais il cite Kirch par exemple. Wegner, dans la dernière édition, donc celle posthume par Kurt Wegner, cite les modèles de John Joly et les modèles de Kirch, c'est-à-dire qu'il cite cette dissipation d'eux, mais il n'y en a pas de... Il ne cite pas de modèle aussi fini que celui de Holm, mais il cite comment des mouvements sont possibles à l'intérieur. Et il n'en tire pas. Quelque part, on peut justement s'interroger pour se demander, il n'en tire pas, mais est-ce que c'est ce qu'il cherche, fondamentalement? Et ça c'est une autre question pour les historiens. En 27, 28, est-ce que Wegner recherche en fait la force qu'il n'a pas trouvée, hein, la force, puisqu'il s'agit de force à ce moment-là, la force qui sera à l'origine du mouvement. Et ça, c'est... un argument qu'on lui a opposé, non? Oui, mais c'est pas un argument pour lui qui est fondamental non plus. On pourrait l'évoquer, je l'évoquais sur un autre aspect aussi, les travaux sur les grandes nappes de charriage. Je reparlais, il y a l'ouvrage de Marcel Bertrand là, qui vient de sortir dessus. La nappe de charriage pour un géologue, elle est là. Une fois que Marcel Bertrand l'a expliqué et développé, elles sont là. Où est le moteur? Comment explique-t-il cette poussée latérale? Il n'y en a pas. Ça ne choque pas. On arrive à fonctionner dans la communauté. Exactement. On ne l'explique pas, c'est pas pour ça qu'on ne constate pas, par conséquent, il n'y a pas de raison. Oui. Et c'est là où se trouve aussi confronté, Naomi Oreskes, elle l'avait un petit peu discuté, Ursula Marvin aussi, je crois, cette question d'épistémologie assez différente, du côté de l'addition des faits, peut-être un modèle qu'on pourrait trouver très inductif, mais d'addition de faits qui bénéficient d'une explication si on fait la proposition de Wegner, et de l'autre côté une réponse. Quand on dit de la communauté des géophysiciens, c'est un petit peu difficile, essentiellement de Jeffrey, qui est sur la position, j'ai pas la valeur de viscosité qui convient, j'ai pas la plasticité, donc si il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence, en gros. Bon. Et donc on a aussi ici une confrontation, je crois que c'est Naomi Oreskes qui insiste bien là-dessus. Sur une dimension sociologique aussi, c'est qu'à partir du moment où certains poids lourds ont refusé, c'est bien une affaire presque d'État. Et puis cette manière de penser, de penser la science qui est très différente. Du côté quand on regarde la répartition des soutiens que va obtenir Wegner, comme des oppositions qu'obtient Wegner, il est quand même assez impressionnant de noter que quand il a le soutien d'Alexander Dutoit c'est un homme de terrain. C'est l'homme qui connaît le mieux l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Il aura le soutien de géologues brésiliens, je ne retrouve plus le nom, sur le trait de côte. Bon, c'est pareil, ce sont des hommes de terrain. Il a le soutien d'Argan. Argan, c'est l'homme de terrain, Argan. Le poids d'Argan, c'est l'homme qui connaît le mieux les Alpes et l'Himalaya. C'est-à-dire, il a le soutien de ceux qui partent de données et qui se disent comment je peux expliquer ces données. Il n'a pas le soutien de ceux qui mettent en avant si j'applique les propriétés que l'on connaît des matériaux, votre proposition n'est pas possible. Pour le reste, ça c'est votre problème. C'est-à-dire qu'on a bien aussi quelque chose qui est intéressant de voir dans ce texte ici, dans l'opposition, dans le rejet à Wegner, ce sont aussi des épistémologies, le poids du fait, je mets des guillemets, ou de la donnée, hein, puisque évidemment il y a un cadre pour le penser, n'est pas le même. Du côté d'une physique, physique de la Terre, géophysique, une physique de la Terre, dans laquelle on trouve des géologues aussi, quelques géologues de terrain, mais peu. On trouve surtout des mathématiciens, hein, beaucoup de mathématiciens qui arrivent en physique de la Terre, et de l'autre côté, par des hommes qui ont beaucoup plus de terrain. Donc, comme historien, on le constate. Pour ce qui est de l'expliquer, là, c'est encore un autre problème. Mais
concrètement, pour un élève de première S, de dire qu'on n'a pas pu trouver un moteur, c'est quand même beaucoup plus simple que ce que vous venez de dire. Oui, mais est-ce que le but, c'est de donner l'impression que la science est simple? Si c'est pas le but, ça me gêne pas. Ils comprennent rien à ce qu'on raconte. Je ne pense pas que ce soit le moteur qui soit le plus déterminant. Si on expose justement, si on expose des arguments, si on expose la construction du modèle de Wegener, si on expose comment il réduit d'autres possibles qui étaient offerts jusqu'à maintenant, là, on vient de faire un travail sur la construction du modèle. Le moteur n'est pas central. Oui, mais vous parliez de temps tout à l'heure. Alors justement, comme il n'est pas central, je n'irai pas parler du moteur. Alors le temps, si j'ai évoqué le temps, c'est que, évidemment, il y a quelque part une difficulté, mais elle est vraie pour autre chose que l'histoire des sciences. Si on me dit, il faut introduire de l'histoire des sciences, vous me faites l'histoire du modèle en 6 heures, bon, ben, c'est pas la peine. Enfin, je ne fais pas de l'histoire des sciences en 6 heures, sur le modèle de la théorie, sauf à énumérer une série de dates. Et je tombe dans la caricature qui m'a été reprochée. Si on veut utiliser ici l'étude de la construction d'un modèle pour aider à penser la science, ça ne peut pas se faire en 4 heures. Donc, à un moment donné, il y a un éclairage là-dessus, mais je veux dire, ça doit être intégré dans quelque chose qui est beaucoup plus général. C'est pas ça, aussi bien fait soit-il, qui va modifier la pensée du modèle. Ça participe d'un tout, qui doit avoir d'autres éléments, d'autres situations. Dans ces conditions-là, effectivement, l'histoire des sciences peut aider, participer à une construction sur une autre représentation de la science. Mais aura-t-on fait de l'histoire des sciences? Ça, c'est une autre question. Parce que faire de, c'est pas la même chose de parler des résultats et produire des résultats. Mais c'est comme en science. On ne fait pas de la science. Une autre question, Patricia, puis Michel Cotte. Donc j'étais intéressée par le fait que l'intuition t'ait interpellée, parce que j'ai été aussi fortement, je me suis beaucoup questionnée par rapport à l'intuition qui était mise dans le projet de programme Première S. Et puis donc je ne m'attendais pas à ce qu'elle disparaisse, finalement, ce terme disparaisse. Et donc j'avais préparé un contre-argumentaire pour démontrer à mes étudiants de l'unité d'enseignement que j'ai la chance d'avoir 30 heures en épistémologie et histoire des sciences, en master 2 SVT. Donc j'ai préparé mon argumentaire et effectivement, donc j'étais assez contente des différents documents que j'avais trouvés. J'ai relu Wegener, j'ai relu aussi Xavier Le Pichon. Et ce qui me questionne encore aujourd'hui, c'est qu'en lisant Xavier Le Pichon, donc comme j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Monsieur l'Allemand, je vais peut-être lui demander à lui plus directement, c'est que Le Pichon lui-même, dans la recherche ou dans Caïco aux extrémités de la Terre, il dit qu'il a une intuition nocturne. Pour moi, ce terme d'intuition, il me dérange d'un point de vue épistémologique, et finalement, Xavier Le Pichon, qui a vécu un moment de rupture, il n'en pas le terme d'intuition, mais ça, vous, ce que vous en pensez. Puisque, finalement, même les découvreurs l'utilisent, ce terme-là. L'intuition. Alors, je ne me rappelle plus exactement du contexte. Dans Caïco, c'est ça C'est soit dans le livre Caïco aux extrémités de la mer, soit dans l'article de la recherche de 84. Le récent que j'ai lu, 84. c'était celui en anglais, là où il parlait de sa conversion. Je ne me rappelle pas du terme d'intuition, mais je pense qu'il veut faire référence, au moment où il s'est aperçu de l'impact de tout ce qu'il avait combattu pendant sa thèse, fondamentalement. C'est au moment où il conçoit son modèle de cinématique et quand il envisage tous ses calculs. Oui, mais ça, mais donc il parle d'intuition. C'est pas une vraie intuition. Oui, il est arrivé au stade où on l'a convaincu que finalement la symétrie d'une anomalie, elle était là, le profil éthanine, le profil magique a emporté toute la communauté qui n'est pas restée non plus dans notre pouvoir. Il voit ce qui se passe dans le résumé de Jason Morgan, l'importance du travail sur la sphère, et il a voulu tester la rigidité des plaques. C'est ça son intuition. Son intuition, c'est de dire, oui, il va falloir tester la rigidité des plaques. Et en fait, de fait, il a pris les 2 autres de cours, en étant le premier à vouloir faire avec l'ordinateur ce test qui était un test de prédictibilité de la théorie de Jason Morgan. Donc c'est peut-être comme ça que j'entendrais le mot intuition, de savoir quelle était la bonne façon d'aborder le problème pour aller tester les prédictions du modèle de Jason Morgan, qui était encore un peu flou à ce stade-là. Quand Jason Morgan a écrit son article, il pensait une Terre à une vingtaine de plaques, avec des frontières qui n'existent, qu'on ne reconnaîtrait plus du tout de nos jours, etc.
Donc son modèle n'était pas encore très simple. Et Le Pichon a eu l'intuition de dire, finalement, on va aller à l'essentiel, on va prendre ce qu'on sait reconnaître en très très gros autour des océans, les 6 plaques, et ça permet de tester la rigidité. Et je crois que lui-même, si j'ai bien compris les différents textes que j'ai lus, je ne vais pas redemander depuis, mais il n'y croyait pas trop, et qu'en tout cas, la plupart des protagonistes ont été eux-mêmes étonnés de la qualité de la rigidité qu'ils pouvaient trouver avec ce côté un petit peu fruste des calculs de l'époque. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, j'ajoute juste un mot. Finalement, si Pierre l'a très bien montré, hein, si on prend les idées qui fonctionnaient à l'époque, l'idée européenne et l'idée américaine, elles étaient réfutées toutes les deux. Hein, finalement, une partie de leur démonstration se basait sur des faits qui étaient faux, par conséquent, elles étaient réfutées. Alors, arriver avec une idée nouvelle, quand les autres sont réfutés, normalement, un bon tempérien aurait. Par conséquent, moi, j'ai rien contre l'intuition, parce que finalement, je crois que si on relisait les vieux textes de Langevin sur la science, sur l'histoire des sciences, il assoit à l'histoire des sciences sur le fait que c'est une façon de vaincre un certain dogmatisme. Un dogmatisme fossilise, sénilise les pensées. Alors ces pensées-là, c'est des pensées séniles, parce que c'était extraordinaire. Les deux systèmes étaient réfutés, on les faisait coexister, et on les faisait tenir ensemble alors qu'ils étaient réfutés tous les deux. Par conséquent, c'était du délire complet. Alors finalement, ma foi que dans les rêveries nocturnes bachelardiennes, quelquefois, on vainc comme ça les résistances aux idées dogmatiques. C'est peut-être le moyen sans que ces intuitions soient des créations nouvelles. Alors, c'est des façons justement de se débarrasser du carcan des idées dogmatiques. Oui, si je peux juste terminer sur le Pichon. Bien que je ne sois pas son porte-parole, je travaille avec lui, mais je ne suis quand même pas son confident. Quand on lit ce qu'il en a raconté, parce qu'effectivement il a raconté plusieurs fois, cette fois où il est rentré chez lui et s'est effondré, il a demandé à sa femme un verre de whisky, etc. Donc, de fait, je crois que, mais il le dit très bien lui-même, ça a modifié durablement sa façon de faire de la science. Et il a eu, à partir de là, cette espèce de hantise du paramètre caché, parce qu'au fond, il n'avait pas tort dans ça. D'après sa façon d'aborder le problème pendant sa thèse, l'expansion des océans n'était pas possible. Et d'avoir eu la révélation par toute cette série de choses qui ont été montrées que finalement il avait lutté contre quelque chose qui était vraiment la réalité, lui a fait avoir cette hantise de rater le paramètre caché. Et de fait, après, le paramètre caché, on peut le trouver longtemps après, on comprend ce qui s'est passé, etc. Et ça a modifié durablement sa façon de faire de la science. Et je pense qu'il y a une part un petit peu d'intuition d'entendre de pouvoir aller contre l'ensemble de ce qui paraît dire non, les nouvelles, c'est pas raisonnable, etc. Mais d'aller essayer de voir la prédictibilité, de trouver les façons de confronter ces nouvelles théories à leur propre production, oui, ça c'est probablement peut-être le domaine de l'intuition. Et en y ajoutant que le whisky et le martini ont joué leur rôle aussi dans cette affaire. Par rapport à ce que vous avez raconté, je suis évidemment d'accord avec vous. Juste rajouter quand même qu'en terminale S spécialité, on avait l'histoire des idées avec Mendel, etc., qui a été un tournant important et qui n'a pas toujours on n'a pas toujours su l'enseigner, ça c'est autre chose. Je voudrais revenir au nouveau programme de progrès. Si on oublie le cadre contraint du temps, et qu'on fait abstraction de cette donnée, parce que ça ne sera pas un temps long, ça cette fois c'est sûr, vous avez pris le programme en histoire des sciences. Là, je l'avais pris, contrairement à vous, en épistémologie. C'est-à-dire que c'est, comme vous l'avez mis, l'histoire d'un modèle. Vous avez remarqué que je n'ai pas Wegener de citer, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, contrairement, mais on vous rejoint, c'est donc deux éclairages complémentaires et on sera certainement obligé de faire une cote mal taillée entre les deux. Mais est-ce que ce n'est pas, au travers de l'histoire des sciences, qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Et d'abord, c'est l'histoire d'un modèle borné plus vers ça, et tout le découpage que vous avez cité,
m'amène aussi à l'élaboration d'un modèle, la confirmation du modèle, la donnée prédictive d'un modèle, etc. Donc, je pense que nos enseignants auront deux dimensions à donner à ce chapitre. Histoire des sciences, certes, mais, et surtout, je dirais, épistémologie, comment se construit et se renforce une théorie scientifique. Je pense, Robin, tu peux passer à Guy, parce que, à mon avis, c'est lié. Non, je pense que c'est lié, parce que sur épistémo... T'attends que je cause? Non, mais je pense que c'est lié sur la partie épistémologie, en même temps, sur les modèles. C'est sûr que je vais prolonger ce qu'a dit M. Ouais. Lacoste. En écoute flottante, dans les quatre exposés, il y a des mots qui apparaissent de manière non systématique, parfois occasionnelle. Je reprends le tout dernier, épistémologie, on ne l'a pas beaucoup entendu. Réfutation, précurseur, il était en titre, anachronisme, paradigme, rupture, cause. Je continue, fait, mesure, technique, concept, modèle, bon, etc. Il y en a au moins un que je n'ai pas entendu, c'est conditions de possibilité. Ça fait 30 ans que j'essaie de le faire passer, j'y arrive pas. Bon, je vous expliquerai après. Alors, si on reprend la question transversalement, histoire des sciences, oui, mais épistémologique, ou bien épistémologie, oui, mais historique. Bon, les deux sont indissociablement liés en France, mais seulement en France. Dans le domaine anglo-saxon, l'histoire est enseignée par les scientifiques. En France, l'histoire des sciences est enseignée par des philosophes, et faite par des philosophes, très souvent, agrégés de philo, ce qui rend les choses un peu, évidemment, difficiles quant à ce que l'on se comprenne. Alors, petit historique, en 1962, donc je ne remonte pas au 19e siècle, hein, en 1962, l'OCDE, donc, qui vient d'être créé, fait un grand colloque sur l'enseignement de la biologie, présidé par Hermann, je suis désolé, c'est pas la géologie du tout, hein, présidé par Hermann Müller, donc britannique bien connu, élève des travaux du siècle, sur les rayons X, lui, en 1927. Et dans ce colloque, on dit il faut montrer que ce qu'on enseigne est prouvé. En 1968, en France, donc, circulaire du 17 octobre 1968, auquel il faut faire référence, qui est soi-disant pour les collèges, mais en fait qui s'étend à l'enseignement des lycées aussi. C'est une ressucée de Claude Bernard, une ressucée, j'allais dire, très scolaire, autrement dit, comme si l'épistémologie était immobile. 100 ans avant, on peut reprendre un texte et le prendre comme modèle de ce qu'est l'épistémologie en 1968. C'est quand même extraordinaire. Bachelard est passé entre-temps, mais personne ne l'a lu. Enfin, si, peut-être. Mais pas en sciences naturelles, en tous les cas. Et voilà. Alors, histoire, avec quel concept Ceux qui lisent le bulletin de la BBG verront dans le numéro 1 de 2011 un petit article que j'ai fait qui s'appelle « Les 7 concepts cruciaux de l'épistémologie historique ». J'en ai mis que 7, mais 7 c'est symbolique, hein, comme dans la Bible. Alors, c'est d'abord histoire des concepts. Hein, pas histoire des faits, pas histoire des techniques, pas histoire des institutions. Tiens, la thèse de Madame Salomon-Bayet sur l'institution de l'Académie des sciences, l'Institut Pasteur, Michel Morange, l'Institut Rockefeller, etc. Bon, les institutions ont aussi un rôle énorme dans le progrès des sciences. J'ai mis obstacle que je couple toujours avec aide et obstacle. Ça permettait de répondre à l'objection de Madame Denise tout à l'heure. C'est jamais obstacle en soi, hein, c'est toujours aide et obstacle selon la situation, selon le contexte, selon les circonstances. On pourrait dire anticipation et obstacle si on veut. Rupture, condition de possibilité et condition d'impossibilité. Rectification. Bon, je m'arrête là, on peut en trouver d'autres. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ce qui m'est utile pédagogiquement, c'est plus les concepts d'épistémologie que cette histoire qui peut être écrite, comme dans le dernier numéro de la recherche, les étapes de la découverte des microbes, ce qui n'a strictement aucun intérêt du point de vue culture, du point de vue enseignement. Voilà. Alors, deux mots sur ce concept de possibilité et d'impossibilité. Georges Cuvier, donc c'est un monsieur que tout le monde connaît, et on le caractérise comme un chantre de la fixité des espèces.
Et beaucoup de gens disent que son œuvre ne lui permit cependant pas de comprendre l'intérêt du transformisme de Lamarck contre lequel il s'insurgea, etc., etc. Je vous renvoie à François Jacob. S'il y avait un seul livre d'histoire des sciences à lire, c'est François Jacob, La logique du vivant en 1970, à lire et à apprendre par cœur et à relire sans arrêt. François Jacob, page 174, la dispersion des formes vivantes, la brisure du temps qui les a créées, la gratuité de la variation, voilà 3 préalables à toute théorie de l'évolution. Toutes 3 sont l'œuvre de Cuvier. En fin de compte, par leur rigidité et leur dogmatisme, par leur obstination à ne considérer que la fixité des espèces, Linné et Cuvier ont au moins autant contribué à l'élimination de la génération spontanée que Reddy et Spallanzani par leurs expériences, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais il faudrait relire tout ça. Autrement dit, ici, les étapes ne sont pas forcément des progrès ou bien des éléments qui apparaissent comme des blocages peuvent être des conditions de possibilité d'un progrès. Bon, quand on aura assimilé ça et quand on l'aura effectivement fait passer, l'histoire des sciences prendra un sens. Sinon, on peut continuer à parler d'histoire des sciences en oubliant qu'entre-temps l'épistémologie, elle, a beaucoup évolué. Et à partir de ce moment-là, effectivement, même l'épistémologie de 68 n'est plus du tout la même que celle que l'on peut avoir maintenant en 2010. Hein, et il faudrait voir. Pendant que j'ai le micro, 2 mots pour Denise. Moi, je dirais plus histoire, ou petite histoire, je dirais récit. Je dirais récit parce que à ce moment-là, effectivement, dans les procédés de vulgarisation qui sont aussi des procédés d'enseignement, il y a 3 façons de faire qui sont très habituelles. On fait appel à des images, le modèle clé serrure de sûreté qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte, il ne faut pas oublier, il y a une fonction. Le modèle clé serrure, voilà. Bon. Ensuite, il y a des récits. Ensuite, il y a des mises en musique. Alors, mise en musique, pour l'instant, il n'y a que le livre de Denis Noble. Noble, c'est un anglais, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle La musique de la vie, qui était absolument extraordinaire. Alors, cette fois, sa métaphore à lui, c'est lui qui donne la musique. Le récit, il a à peu près la même fonction que l'image, hein, c'est-à-dire il bouge les trous, il raccorde les morceaux. Voilà. Et ce récit, évidemment, ça nous engage d'abord à lire les physiciens, puisque c'est eux qui ont les premiers souligné ça. Hein. Le vent qui souffle dans la voile, qui fait pencher le bateau, qui entraîne le fait que la quille contrepense et redresse le bateau, etc. Bon, ça c'est évidemment complètement faux, mais ça permet d'appréhender. Si je sors de ce domaine-là, la vulgarisation scientifique, vous lisez Éric Orsena sur le coton, sur le riz, sur l'eau. Et Éric Orsena explique, on apprécie ou pas, mais enfin, il explique que la mise en récit est beaucoup plus efficace pour faire comprendre un certain nombre de choses que le discours scientifique. Voilà. Et puis je glisse maintenant au niveau politique, storytelling, Salmon, Claude Salmon. Hein. C'est notre vécu politique actuel avec notre actuel président de la République, inventer des histoires pour gouverner, pour faire vivre, etc. Donc là, tu mets le doigt, et tu es toute seule, parce que je n'ai jamais vu personne d'autre, tu mets le doigt sur une énorme direction de recherche qui est la mise en récit. Il faudrait absolument prolonger, il faudrait beaucoup de gens qui précipitent là-dessus. Merci. C'était la dernière question du couleur.